L'idée aujourd'hui, c'était de faire une petite présentation en lien avec déjà, comme Louis vous l'avait dit la dernière fois, on intervient au congrès d'espace analytique en décembre. Et à ce congrès, j'ai décidé de présenter quelque chose sur la question de l'IA générative. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment et sur lequel j'ai envie d'écrire plein de choses. Et du coup, l'idée, ça a été un peu de se limiter pour ce soir et aussi de trouver un petit peu voilà, comment l'aborder, quoi en faire, quoi en dire. Et là, ce que j'ai voulu faire en fait dans le cadre de ce séminaire, je me suis dit on va essayer de se focus sur une seule question, tout en restant du coup là sur un référentiel lacanien, donc ce qui est aussi un exercice pour moi parce que c'est pas tout le temps ce que je fais. Et donc là voilà, je me suis dit je vais me prêter à cet exercice aujourd'hui. Et en fait, vous allez voir l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'essayer à la fois d'expliquer un peu les concepts que je vais citer, mais également en fait de beaucoup plus ouvrir au débat et aux questions, bien plus que vous amener en fait des vérités. Donc là, l'objectif aujourd'hui, ça va être de vraiment faire en sorte de pouvoir introduire un débat, qu'on puisse discuter tous ensemble, ce qui serait très utile pour l'avancée en fait de tout ce travail que je suis en train de lancer. Donc, comme je disais, il y a plein de sujets qu'on peut aborder sur la question de l'IA. J'ai essayé de me centrer un peu sur la question de ma clinique et de la question du rapport en fait avec l'IA lorsqu'on interagit avec elle. Voilà, on verra si après, au moment de la discussion, ça ouvrira sur d'autres sujets. Est-ce que là, on m'entend bien? Tout va bien du coup? Je regarde. Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Donc, déjà, pour introduire un petit peu, c'est important de rappeler que aujourd'hui, lorsque l'on parle de ChatGPT ou autre, en fait, on parle des IA génératives. Et ces IA génératives ont introduit en fait de nouvelles dimensions dans le champ clinique, notamment dans le travail thérapeutique et pour ma part avec les patients autistes et psychotiques. C'est un sujet qui est intéressant aussi, on en parlera tout à l'heure parce que là ça fait quelques semaines que j'arrête pas de recevoir des appels de journalistes sur la question de l'IA et surtout la question de la thérapie via l'IA, donc soit l'usage en tant que médiation thérapeutique, mais eux surtout c'est la question de l'IA qui remplace les psys. Donc c'est un sujet qui intéresse beaucoup le grand public et je pense que c'est important aussi que nous les psys on s'intéresse à ça et qu'on ait aussi des réponses claires en fait à ce propos parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'un journaliste m'appelle j'essaie de lui expliquer ce que c'est qu'une médiation thérapeutique et que non ce n'est pas un psy mais il y a encore beaucoup de travail, donc en tout cas on a nous aussi un travail de vulgarisation à faire je pense là-dessus pour pouvoir parler au plus grand nombre surtout de sujets qui sont si contemporains et chauds on va dire. Donc, les technologies génératives, finalement, elles sont capables de simuler des interactions discursives complexes et de produire du contenu sur demande. Et du coup, elles vont susciter pour moi des débats sur la nature de l'altérité, sur la fonction de la parole et sur la structuration du sujet. La question que je me pose pour ce soir, c'est comment est-ce que les IA vont influencer la relation à l'autre et l'espace symbolique dans lequel le sujet se construit. Donc, le but de ma présentation ce soir, c'est d'explorer l'utilisation des IA génératives dans le cadre thérapeutique, à la fois comme outil de médiation, mais aussi comme nouveau vecteur de projection, voire même d'identification. À travers une analyse des mécanismes sous-jacents de l'IA et des exemples pratiques et des réflexions théoriques, je vais chercher à comprendre comment ces technologies redéfinissent la perception de l'autre et ouvrent des perspectives inédites sur la structuration psychique. Donc déjà, je me suis senti obligé quand même d'expliquer un peu ce que c'était qu'une IA générative et comment ça marche. Je me dis qu'on ne peut pas passer à côté de ça parce que on est quand même dans un séminaire de psychanalystes, donc pas d'informaticiens. Donc généralement, en fait, beaucoup de gens ne savent pas en fait comment fonctionne l'IA générative. Donc déjà, on va essayer de comprendre un petit peu ça et on va se baser notamment sur ChatGPT parce que c'est la plus connue, mais vous allez voir en fait que toutes les IA fonctionnent d'une même manière lorsqu'elles sont des IA génératives. Ça repose en fait sur des réseaux de neurones artificiels et des algorithmes d'apprentissage profond qui leur permettent de produire des réponses et des contenus qui semblent intentionnels et cohérents. Donc déjà, les réseaux de neurones artificiels, qu'est-ce que c'est? C'est des structures mathématiques qui sont inspirées du fonctionnement du cerveau humain. Donc c'est composé en fait de couches, de ce qu'on appelle du coup des neurones connectés entre eux. Chaque couche traite des aspects spécifiques de l'information. L'IA générative, elle est entraînée à partir de vastes ensembles de données, qu'il s'agisse de textes, d'images, d'autres formes de contenu, et afin d'apprendre à reconnaître et reproduire les motifs linguistiques et les motifs visuels. Donc, ce qu'on appelle l'apprentissage profond, le deep learning, c'est le processus par lequel l'IA s'améliore à chaque itération, en ajustant les connexions entre ces neurones. Donc, lorsqu'elle traite des données, elle passe par plusieurs étapes.
D'abord, il y a ce qu'on appelle forward propagation, donc la propagation avant. L'information va traverser les couches du réseau de neurones, chaque couche appliquant des transformations pour produire un résultat. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le calcul de l'erreur. Donc l'IA compare sa sortie à une réponse attendue et évalue l'écart entre les deux grâce à une fonction de perte. C'est comme ça que ça s'appelle. Et ensuite, il y a une rétropropagation, donc backpropagation. L'IA utilise cet écart pour ajuster les poids des connexions internes, corrigeant ses erreurs et améliorant la précision de ses prédictions lors des itérations suivantes. Et en fait, ce processus il va être répété des millions et des millions de fois, et chaque ajustement va permettre à l'IA de mieux comprendre, entre guillemets, parce que voilà, il faut faire attention à l'anthropomorphisation, donc de mieux comprendre les relations et les structures complexes des données sur lesquelles elle a été entraînée. Donc c'est ainsi que l'IA va développer sa capacité à générer du contenu qui semble cohérent et intentionnel, tout en restant fondamentalement une suite de calculs statistiques sans subjectivité. Imaginez par exemple, on va prendre un exemple universitaire, mais quand même, vous avez un étudiant qui entre en première année à la fac et il commence pour la première fois à rédiger des dissertations. Au début, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste imiter les dissertations qu'il a pu lire dans les annales du bac ou dans les groupes où on lui a partagé. Donc au début, il fait de l'imitation pure. Et au fil du temps, avec la pratique, avec les retours qu'il va recevoir par les corrections des enseignants, par les amis avec qui il va travailler ou autre, il va devenir capable de rédiger de manière plus fluide, plus nuancée. Et en fait, c'est comme ça, en gros, que l'IA générative va fonctionner. Ça veut dire qu'à travers l'analyse de millions de phrases et de structures textuelles, elle va apprendre à produire des réponses cohérentes et à respecter les subtilités du langage. Et en fait, cette phase de backpropagation, de rétropropagation, elle correspond au moment où l'étudiant va apprendre de ses erreurs et va ajuster son approche pour mieux répondre aux attentes. Donc chaque correction renforce sa capacité à formuler des idées de manière précise et appropriée. Et en fait, l'IA suit un processus similaire, bien qu'il est totalement mécanique et donc dénué de conscience et de réflexion consciente. Donc, ce qui est important quand même à préciser, bien sûr, c'est que l'IA produit des réponses qui semblent sensées, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais bien sûr, l'IA ne comprend pas le contenu qu'elle génère. On n'est pas sur de la compréhension. Elle ne fait que manipuler des symboles et associer des mots ou des phrases selon des modèles de probabilité. Et donc, en fait, cette absence de compréhension véritable est ce qui distingue fondamentalement l'IA de l'intelligence humaine. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop parler d'intelligence artificielle, parce que le terme intelligence, en fait, vient nous faire tout de suite croire, justement, qu'il y a quelque chose qui se rapproche de l'intelligence humaine, alors que non. Pourtant, en fait, la sophistication de ces modèles crée l'illusion de la conscience, qui suscite des projections chez les utilisateurs, en particulier dans un cadre thérapeutique. Mais ça, on va revenir dessus juste après. Et donc en fait ce qui est intéressant aussi c'est que l'IA, et surtout l'IA générative maintenant, elle est capable de simuler des interactions discursives. Et donc on pourrait même se demander finalement, elle ne saisit pas la profondeur psychique des sollicitations du sujet, mais elle arrive à simuler une réponse. Et donc on peut se poser la question, quel rôle est-ce qu'elle joue dans la relation à l'autre et sur la nature de la réponse qu'elle apporte. Contrairement à un être humain qui engage des interactions en fonction de son désir et de son intention, l'IA générative n'a pas de conscience, elle n'a pas de subjectivité. Elle est dépourvue de tout désir propre et c'est ça qui la rend finalement fondamentalement différente de l'autre humain. Et ça, c'est vraiment important à entendre. Et ne pensez pas qu'elle en aura plus tard, que c'est pas encore assez développé aujourd'hui ou quoi. C'est le principe même. L'IA n'est pas en fait ce type d'intelligence artificielle. Enfin, ce n'est pas une intelligence humaine. Dans le contexte lacanien, on peut voir par exemple la question de l'autre et du grand autre comme porteur de langage, de loi, de désir, des éléments qui structurent le sujet et de son rapport au monde. Et l'IA, même si elle peut simuler le langage et répondre aux sollicitations du sujet, elle reste vide de toute profondeur subjective. Et on parlera de l'autre tout à l'heure. Donc cette limitation pose des questions importantes lorsque l'IA est utilisée en thérapie. Quelle est la nature de la réponse de l'IA et jusqu'à quel point est-ce qu'elle peut être perçue comme une forme d'autre par le sujet ? Comment le transfert opère avec le thérapeute à ce moment-là, et du coup, est-ce qu'on peut vraiment parler de transfert lorsqu'on interagit juste avec une IA ? Ça, je pense que vous avez déjà la réponse, mais bon, en tout cas, c'est important de la verbaliser. Donc ces questions, pour moi, elles sont cruciales pour comprendre l'impact de l'IA dans la clinique et la façon dont elle peut influencer la perception de l'altérité. L'une des caractéristiques majeures, pour finir, pour moi, des IA génératives, c'est leur capacité à agir comme un immense réservoir de langage. Ça signifie que l'IA, elle peut générer des réponses extrêmement diversifiées qui simulent la créativité et la complexité humaine tout en demeurant purement calculatoire. Cette capacité à reproduire des motifs de langage contribue à renforcer l'illusion de l'autre dans l'interaction. Et donc, c'est là où tout à l'heure je me questionnerai un petit peu sur le fait que, est-ce qu'on pourrait dire que vu que l'IA est un réservoir de langage, ça la rapproche de l'idée d'un grand autre partiel, un espace où le sujet peut projeter des questions et recevoir des réponses qui semblent structurées et réfléchies.
Mais il est essentiel de garder à l'esprit, encore une fois, que l'autre technologique ne possède aucune dimension symbolique complète, parce que pour qu'il y ait du symbolique, il faut qu'il y ait de la subjectivité et de l'intentionnalité. Donc voilà pourquoi est-ce que pour moi déjà c'est fondamental de comprendre comment fonctionnent donc les mécanismes de l'IA générative pour pouvoir évaluer un peu le rôle potentiel qu'elle peut avoir lorsqu'elle est utilisée en tant que médiation ou lorsqu'il y a des dérives, comme on peut le voir aujourd'hui avec certains qui vous font croire qu'elle peut remplacer les psys. Parce que ce sont des systèmes très impressionnants certes, mais ce ne sont que des simulateurs sophistiqués, des constructeurs de discours qui manipulent des symboles sans conscience ni attention. Et donc voilà pourquoi ça pose quand même pour moi pas mal de questions cruciales sur justement comment est-ce que l'IA est perçue dans la relation et dans la médiation thérapeutique. Donc déjà pour commencer, maintenant qu'on a fini un peu cette intro sur l'IA, j'aimerais déjà partir sur ma clinique à moi. Donc vraiment sur la question déjà de comment est-ce qu'on peut s'en servir un petit peu de cette IA en clinique, qu'est-ce qu'on en voit et tout ça, parce que là, comme je vous avais dit, actuellement, je suis en train de lancer un petit peu ça dans l'hôpital de jour où je travaille. Ça fait des années que je bosse moi, sur la question des jeux vidéo, sur la question de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la question de la robotique. Donc moi, il y a toujours eu quelque chose qui m'a intéressé dans les nouvelles technologies et dans ce qu'elles peuvent apporter en tant que médiation thérapeutique, notamment dans la clinique de l'autisme et de la psychose. Donc forcément, quand j'ai découvert un peu l'IA générative, moi ça m'a intéressé. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir en dire? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Est-ce qu'on va pouvoir lancer quelque chose? Et donc là, en fait, actuellement, dans l'hôpital de jour où je bosse, j'ai voulu mettre en place des ateliers à médiation en me servant du coup de cette IA générative. Et j'ai demandé aussi à des collègues qui bossent dans un autre hôpital de jour dans le 13e arrondissement de lancer ça aussi en parallèle. Donc je vois qu'il y a au moins une des collègues qui est là, je la vois sur Zoom. Donc peut-être qu'elle pourra aussi nous faire un petit retour tout à l'heure si elle est intéressée. Donc là, moi je vais vous parler de deux types d'ateliers que j'ai pu mettre en place pour travailler ça. Et le premier, c'est moi j'ai appelé ça l'atelier création numérique. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un atelier groupal où donc j'ai deux groupes, un plus homogène et un plus hétérogène, un qui va être uniquement composé de jeunes qui présentent des troubles psychotiques assez importants, des jeunes d'hôpital de jour qui sont à temps plein, et un autre plus hétérogène où on va avoir des jeunes présentant des troubles psychotiques et d'autres qui vont plus présenter des troubles autistiques. L'idée, en fait, c'est de se servir de l'intelligence artificielle générative pour faire de la création. Donc, ça veut dire notamment de la création d'images. Donc, parce que vous le savez peut-être, mais aujourd'hui, on peut facilement en fait faire des images sur ChatGPT. Je ne sais pas si vous voyez l'écran qui est derrière moi. Ça, c'est j'ai décidé de faire un Freud qui tient un iPhone dans la main avec des écouteurs dans les oreilles. Ça, j'ai pu le générer directement sur ChatGPT de manière assez rapide. Et donc du coup, l'idée c'était de proposer aux jeunes, voilà, est-ce que vous avez envie qu'on crée certaines images en particulier? Il y a aussi, dans ce groupe, on va aussi faire de la création de musique en passant par une autre intelligence artificielle qui s'appelle Suno, où en fait on propose des paroles qu'on a écrites ensemble en passant par ChatGPT et en les corrigeant ensuite. Et on va demander à Suno de générer une musique en fonction de ce qu'on désire faire, donc le style musical, le type d'instrument ou autre. Et l'idée aussi pour l'instant, là, c'est de faire de la création d'histoires par ChatGPT, et je suis en train de m'intéresser aux IA génératives qui font des vidéos aussi pour essayer de créer avec ces jeunes des vidéos. L'idée pour l'instant, je tâtonne, je fais, c'est une recherche entre guillemets, c'est pas une recherche officielle, mais c'est quelque chose que je lance pour faire quelques publications à côté, et parce que je sais que ça plaît à mes patients, ils adorent ça. Et aussi, voilà, j'y vais un peu à tâtons, je découvre, je sais pas trop, donc j'attends de voir, j'observe. Là, pour l'instant, je suis parti sur le principe de proposer aux jeunes un thème, et eux, ils ont voulu se représenter en tant que super-héros. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que pour le moment, en fait, à chaque atelier, on va décrire un jeune pour que l'IA puisse proposer du coup une représentation de ce jeune en photo réaliste, un peu comme si c'était une photo, comme si c'était lui-même. Donc par exemple, le jeune va dire, je veux que tu représentes un adolescent de 14 ans, il est brun, il a les cheveux courts, il a les yeux noirs, il a un gros nez, enfin des choses comme ça. L'IA génère un profil. Et en fait, souvent, ce qui va se passer, c'est que le groupe va dire « Ah non, il ressemble pas à ça, ah non, je suis pas comme ça, les yeux sont plus bas, les oreilles sont plus grandes, enfin voilà », et donc l'IA corrige.
Au bout d'un moment, le jeune trouve que l'image lui correspond, lui plaît, et du coup, après, il dit bah maintenant, moi, je veux être en Superman, et donc bah, je veux que tu me dessines de cette manière, je veux être devant tel bâtiment, et pareil, du coup, l'IA va générer du coup une image en le représentant comme il le souhaite. Et donc, les jeunes vont proposer tout le temps des corrections à chaque fois que l'IA génère une image pour pouvoir atteindre ensuite ce qu'ils veulent. Et on fait la même chose pour la musique et tout ça. Et donc l'idée, c'est de gérer un peu le thème. Pour l'instant, on a quasiment tous les jeunes du groupe qui ont réussi à se représenter en super-héros. On a fait une musique aussi qui parle d'eux en tant que super-héros. Et l'idée, ça va être de créer une petite histoire entre eux aussi, d'essayer de mettre un peu de narration dans tout ça. Et si j'arrive à trouver une IA sympa pour la vidéo, peut-être faire une espèce de petit générique de dessin animé avec eux en tant que super-héros. Enfin voilà. Donc ce qu'on peut dire ici, c'est que en utilisant ChatGPT pour permettre à ces jeunes TSA de se décrire et de générer des images photoréalistes qu'ils vont transformer en super-héros, eh ben, ça amène des résultats intéressants sur le plan clinique. L'exercice va engager l'enfant dans un processus de verbalisation et de représentation où il doit d'abord formuler une description de lui-même. Et donc ça, en plus, ça se fait par lui, mais aussi étayé par le groupe. Et cette étape va être essentielle parce qu'elle sollicite la mise en mots et elle favorise la conscience de soi tout en étant un espace de réflexion sur l'image que l'enfant souhaite projeter. Le passage par la description verbale va permettre de renforcer l'accès au langage, souvent difficile pour les enfants TSA, et de stimuler leur imaginaire. Cette interaction est aussi une opportunité d'observer comment l'enfant se perçoit et ce qu'il choisit de mettre en avant ou non, ou de transformer lorsqu'il se représente en version super-héroïque. Ces éléments peuvent être analysés en thérapie pour mieux comprendre ensuite ses désirs, ses angoisses, ses aspirations ou autres. Donc, on pourrait presque se dire que cette dynamique de création, elle nous fait penser un peu à la théorie du stade du miroir, là où l'enfant se voit dans un reflet qui précède et anticipe sa maturité. L'écran et l'IA deviennent alors des médiateurs de ce processus, servant de miroir technologique qui projette une image idéalisée et transformée. Sauf que contrairement au miroir classique qui renvoie une image simple, ce miroir numérique offre une pluralité de possibilités et de versions de soi, et permettant à l'enfant d'expérimenter différentes facettes de son identité. Ce qui ouvre des pistes pour examiner comment cette interaction avec l'IA aide l'enfant à intégrer des éléments de sa construction identitaire. Bien sûr, la nature technologique de ce miroir présente des caractéristiques qui sont plutôt uniques. Il ne se contente pas de refléter passivement l'image, mais la transforme selon les désirs formulés par l'utilisateur. Et cette transformation va soulever la question de la frontière entre réel et imaginaire dans la construction de l'image de soi, surtout chez des sujets qui peuvent avoir des difficultés à distinguer les deux. Et bien sûr, de là se pose aussi la question de la place du thérapeute qui va pouvoir justement dire du c'est toi en regardant l'image aussi, ou alors ce n'est pas toi, comment ça pourrait être, est-ce que c'est vraiment toi, et aussi le groupe qui va étayer là-dessus. Donc il y a aussi toute la place de l'autre évidemment, et surtout du thérapeute qui va occuper cette place de celui qui vient rajouter un peu de symbolique là-dedans. Je pense aussi, moi personnellement, mais ça c'est un truc dont on pourra parler aussi tout à l'heure, ce qui m'intéresse beaucoup c'est la question de la capacité de rêverie aussi, et de ce que Bion, vous savez, parle lorsqu'il dit que justement l'écran de rêverie va permettre de récupérer les éléments bêta pour pouvoir les transformer et les ramener en éléments alpha, donc justement pour pouvoir un peu mettre du sens sur tout ce qui est désorganisé chez les jeunes. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant qui peut se passer là-dedans, où justement l'IA va permettre de mettre en image quelque chose en fonction des mots de ce que prononce en fait le patient, et que c'est par la reprise du groupe et par la reprise du psy que quelque chose va se jouer par rapport à l'image qui est faite. Et donc en fait, comme s'il y avait une espèce que la capacité de rêverie reste celle du psy, mais finalement elle est aussi mise en place par un tiers qui n'est pas subjectivé, et ça aussi qui est quelque chose qui est intéressant là-dedans. Et j'aimerais bien qu'on discute un petit peu de ça. Donc ça c'était pour le premier dispositif. J'essaie de faire assez rapide dans ce que je voulais vous présenter les deux. Le deuxième, qui est encore plus... moi je trouve ça dingue en tout cas. J'ai découvert ça par hasard en regardant un stream sur YouTube. C'est un jeu qui s'appelle Suck Up. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il est très récent, il est sorti cet été. Le jeu en fait c'est un jeu type un peu dessin animé pour enfants, dans lequel vous incarnez un vampire. Et l'objectif c'est de rentrer chez les gens pour les manger. Et en fait, donc, le jeu est quand même très cartoonesque, donc très sympa, il n'y a rien qui fait peur et tout, ça c'est bien pour les enfants. Mais en tout cas, ce qui est rigolo, c'est que, comme vous le savez, dans les histoires de vampires type Dracula, un vampire n'a pas le droit de rentrer dans les maisons sans qu'on l'invite. Et donc le but du jeu c'est quoi? C'est vous tapez à la porte des gens, et une personne vous ouvre la porte et vous dit « qu'est-ce que tu fais là ce soir ?» Et vous devez lui parler pour pouvoir la convaincre de rentrer chez elle.
La spécificité du jeu Suck Up, c'est que tous les personnages non joueurs, donc toutes les personnes à qui vous frappez à la porte, sont entièrement gérés par une IA générative. Ça veut dire que, en fait, vous allez devoir la convaincre et en fonction des phrases que vous allez dire, le personnage, bien sûr, va s'adapter. Par exemple, si vous dites, je sais pas, mais en fait, ça va utiliser votre micro. Donc, vous pouvez écrire, mais vous pouvez aussi parler dans le micro de l'ordinateur et dire, je sais pas, bonjour madame, je suis désolé, je sais qu'il est tard, mais je viens de crever mon pneu. Est-ce que je peux aller chez vous pour téléphoner ? Et ben là, en fait, la personne va vous répondre, ah bah c'est dommage, je n'ai pas de téléphone, mais je suis bien désolé pour ton pneu. Et alors du coup, vous pouvez encore continuer à discuter. Ah bah c'est bien dommage. Est-ce que par contre, vous pouvez me prêter des outils et que je rentre chez vous ? Et en fait, tout continue dans une discussion comme ça. L'objectif, c'est de réussir à trouver 4 ou 5 bonnes phrases qui convainquent la personne de vous laisser rentrer chez elle. Ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que du coup, en fait, on peut interagir avec ces PNJ, donc ces personnages non joueurs, contrôlés par cette IA et qui s'adaptent du coup aux phrases et aux intentions de tous les joueurs. L'interaction est simulée, mais elle reproduit les échanges sociaux et elle offre une opportunité unique pour les enfants d'expérimenter les interactions dans un cadre ludique et contrôlé. Autre point important, j'en parle rapidement, chaque personnage est en fait une caricature de quelqu'un. Donc par exemple, vous allez avoir le geek, vous allez avoir la vacancière, vous allez avoir le start-upper, vous allez avoir le patron. Donc il va falloir s'adresser à la personne en fonction de comment elle est. Et en plus, vous, en tant que vampire, vous pouvez vous déguiser. Vous avez des déguisements un petit peu partout. Vous pouvez vous déguiser en petite mamie, en livreur, peu importe. Et du coup, vous allez devoir vous adresser aussi en fonction de comment vous êtes habillé. Si vous êtes déguisé en livreur, il va falloir que vous disiez un truc du style je viens vous livrer un gâteau. Si vous êtes habillé en petite mamie, vous n'allez pas pouvoir dire je pars à la guerre parce que la personne vous dira mais vous ne pouvez pas aller à la guerre à votre âge, madame. Et donc ça demande aussi un travail assez incroyable pour ces jeunes qui ont des difficultés d'accès à la théorie de l'esprit, puisque ça demande à la fois de se mettre à la place de l'autre, dans le sens où l'autre dont on est déguisé, et également à la place de l'autre qui reçoit notre phrase, puisqu'on doit aussi s'adapter à la phrase de chacun. Ce qui est intéressant aussi dans Suck Up, c'est que l'IA a une capacité à moduler son niveau de réponse en fonction du langage utilisé. Donc lorsque nous, adultes, on utilise un langage riche, nuancé, l'IA va répondre de manière complexe et détaillée. En revanche, lorsqu'un enfant autiste utilise un langage plus simple ou inhabituel, l'IA va adapter ses réponses pour les rendre plus compréhensibles et engageantes. Ce qui crée un environnement interactif où l'enfant n'est pas confronté à un échec ou à une incompréhension, mais plutôt encouragé à continuer à interagir et à participer. Et donc ça présente un double avantage clinique, parce que d'une part, l'adaptabilité soutient l'enfant dans son apprentissage de la communication et dans l'expression de ses idées, et d'autre part, elle permet au thérapeute d'observer comment l'enfant répond à une altérité perçue comme bienveillante et compréhensive. Cette forme de flexibilité et de modulation des interactions n'est pas courante dans les échanges humains, où notre capacité à ajuster instantanément la complexité de notre réponse est limitée. Et vous voyez, par exemple, je vais donner un exemple tout bête, mais à un moment, les enfants tombent sur une vieille mamie qui, justement, leur demande ce qu'ils font là. Ils sont habillés en livreur, et donc les jeunes discutent. Il y en a un qui dit, on est là pour vous livrer une pizza. Un autre qui dit, oui, et on va rajouter aussi, d'ailleurs, la pizza, elle est très bonne, elle est à la saucisse. Et un autre qui dit, oui, on va répondre aussi, est-ce qu'on peut rentrer chez vous parce qu'il fait très froid ? Et le quatrième dit, et moi je veux qu'on dise, j'aime les schtroumpfs. Parce que voilà, c'est un jeune autiste qui est très collé aux schtroumpfs, et donc les autres le regardent et ils disent mais pourquoi tu dis j'aime les schtroumpfs, elle s'en fiche la dame. Et donc moi je le joue quand même, donc on dit ça à la dame, on dit je viens livrer une pizza, elle est très bonne, elle est à la saucisse, est-ce que je peux rentrer chez vous parce que j'ai froid et j'aime les schtroumpfs. Et là la vieille mamie va répondre oh là là, du tout, ta pizza a l'air super bonne, mais je savais pas que tu aimais les schtroumpfs, c'est très intéressant, parle-moi aussi. Et du coup, alors les autres étaient un peu étonnés en disant oh tiens, elle dit rien, elle, au fait qu'il arrête pas de parler des schtroumpfs, et quelque chose se met en place là-dedans, et petit à petit, le jeune qui arrête pas de parler des schtroumpfs arrive aussi à adapter ses réponses, mais parce qu'il voit aussi que il n'est pas rejeté de la conversation, parce qu'il parle aussi un peu de lui. Où est-ce que j'en étais ? Oui, donc le jeu Suck Up va offrir également un cadre de simulation sociale, où l'enfant peut expérimenter des échanges avec des personnages non-joueurs, sans les risques et l'anxiété que peuvent générer les interactions humaines réelles. La simulation permet de travailler sur des compétences sociales, d'explorer les réactions émotionnelles de l'enfant et de modéliser des scénarios qui seraient autrement difficiles à reproduire dans un cadre thérapeutique classique. Je vois qu'il est déjà 34, il faut quand même que je me dépêche un petit peu.
Donc en tout cas là, les deux dispositifs que je vous ai montrés, en fait mon objectif c'est de vous montrer en quoi est-ce que l'intelligence artificielle, même si elle n'a pas de conscience ni de désir, elle peut en fait être utilisée par le thérapeute comme outil qui peut jouer un rôle structurant dans la thérapie des enfants. Que ce soit la génération d'images par ChatGPT qui permet de travailler sur la représentation de soi, le désir, l'imaginaire ou autre, ou SuckUp qui va offrir un espace de pratique et de modélisation des interactions sociales, et ben en fait, l'IA, par sa nature malléable et adaptable, va créer des environnements sécurisés où l'enfant pourra expérimenter, échouer, réessayer, sans jugement, ce qui est un aspect crucial pour le développement des enfants TSA qui souvent se sentent incompris dans les interactions humaines classiques. Mais du coup, après, moi, ce qui va m'intéresser un petit peu, c'est qu'est-ce qu'on peut en dire de tout ça. Je passe un peu parce que sinon ça va être trop. Donc du coup, moi j'aimerais qu'on s'intéresse un peu à la question de l'autre dans la psychanalyse lacanienne, et notamment la question aussi du grand autre. Déjà, rappelons un petit peu la définition de ce concept, je vais essayer de le faire rapidement, mais pour Lacan, en fait, le grand autre, c'est le lieu du langage, le grand réservoir symbolique dans lequel le sujet s'inscrit. Il est ce qui précède et structure le sujet, il est indissociable de l'émergence du désir et de la reconnaissance. L'autre, c'est aussi le support de la parole, c'est à travers lui que le sujet peut se situer, se définir et être en relation. Dans la clinique traditionnelle, l'autre, il va être incarné par des figures humaines qui portent et véhiculent ce langage symbolique. Les parents, les enseignants, les thérapeutes, etc. Ces figures humaines, elles ont un désir, elles ont une intentionnalité. Elles participent à la structuration de l'inconscient du sujet par leur discours et par leur action. Mais lorsqu'il s'agit d'une IA générative, la question se pose, comment est-ce qu'une entité qui n'a pas de conscience, pas de désir et pas d'intention peut être perçue comme grand autre ? Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle l'effet ELISA. C'est un effet qui est très intéressant qui date des années 60. Joseph Weizenbaum avait créé un programme rudimentaire qui simulait un psychothérapeute rogérien. Donc l'objectif, en fait, c'était qu'on avait un programme qui n'avait aucune compréhension réelle, mais qui reformulait les phrases de l'utilisateur sous forme de questions pour créer l'illusion d'une écoute et d'une compréhension. Par exemple, le programme disait « Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ?» La personne écrivait « Je suis triste ». « Pourquoi es-tu triste ?» « Je suis triste parce que mon père ne me parle plus. » Et le programme répondait « Pourquoi est-ce que ton père ne te parle plus ?» ou des choses comme ça. Je simplifie vraiment, mais il faut se rappeler que c'est dans les années 60. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que avec l'effet ELISA, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que Weizenbaum lui-même a montré que ses étudiants qui bossaient sur le programme se sont fait avoir, entre guillemets, et se mettaient à parler à ELISA, le nom du programme, en racontant des choses et avaient l'impression d'être entendus et écoutés. Et en fait, lui, il s'est posé la question parce qu'il disait, mais ce qui est fou, c'est qu'ils ont travaillé sur le programme. Donc, ils savaient que c'en était un et ils savaient comment ça fonctionnait, mais quand bien même, ils se confiaient à lui. Et il avait sorti une phrase assez intéressante, là, j'ai plus la phrase exacte, mais c'était je ne me rendais pas compte à quel point des gens aussi intelligents et cultivés pouvaient tomber si facilement dans le panneau. Et en fait, ce phénomène, il montre bien que les humains vont avoir tendance à projeter des intentions et une subjectivité sur des machines qui ne font que simuler des interactions. Il n'y a pas que ça, l'anthropomorphisation, on l'a fait tous, l'exemple que j'aime bien donner, c'est l'exemple de la Twingo. Tout le monde, à l'époque, voulait s'acheter une Twingo en disant que la voiture, elle était mignonne. Et pourquoi elle était mignonne ? Parce que les gens avaient créé les phares de la Twingo pour vous faire croire que c'était des yeux tout mimi. Et en fait, justement, parce qu'on a nous-mêmes une tendance aussi à anthropomorphiser les choses, et du coup, en fait, à balancer un peu du sujet en l'autre. Et donc, ce qui est encore plus fort, à partir du moment où l'autre, justement, où ce programme-là vient vous faire croire, vous donner l'illusion qu'il vous écoute et qu'il vous parle. Dans le contexte des IA modernes comme ChatGPT, l'effet ELISA, il est amplifié par la sophistication des réponses et la capacité de l'IA à générer des discours complexes. L'illusion de la conscience devient alors plus puissante. Elle donne l'impression que l'IA comprend véritablement l'utilisateur et peut même participer à une forme de dialogue intersubjectif. En clinique, ça peut avoir des implications importantes, notamment lorsque les patients, et en particulier les TSA, investissent l'IA d'une altérité perçue et la considèrent comme un interlocuteur. L'effet ELISA, elle soulève la question de savoir si l'IA en tant que réservoir de langage peut jouer le rôle de l'autre même si elle n'a ni inconscient ni désir propre. Et ça, c'est vraiment toute la question pour moi. Et bien sûr, on va dire que non, mais il va falloir qu'on se questionne là-dessus, il va falloir qu'on puisse un peu y réfléchir. Et aussi, ce qui m'intéresse, c'est parce que vous savez, j'ai beaucoup parlé de la question de la robotique dans l'ancien séminaire, j'ai aussi parlé de la question des jeux vidéo, et je vous parlais de justement ce qui va se passer lorsqu'on entre en interaction avec un avatar de jeu vidéo ou avec un robot. Et j'avais bien parlé du fait que dans les jeux vidéo, la spécificité, c'est que toutes les phrases qui sortent de la bouche des personnages non joueurs sont des phrases qui sont pensées en avance en fait par des
développeurs, et qu'en fait on a l'illusion du choix, mais que finalement on est cadré par des choses qui ont déjà été pensées en amont. Et dans la robotique, je vous avais parlé des phrases pareilles qui étaient soit pensées par un développeur, soit dans le cadre de ma recherche qui étaient écrites par le thérapeute lui-même, et donc où du coup la machine ne se faisait que porteur finalement du message véhiculé par le thérapeute ou par le patient. Ça on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Ici, du coup, c'est autre chose parce qu'on est sur vraiment une intelligence artificielle qui va simuler une conversation directement sans prendre les mots d'un autre qui ont été préécrits en avance. Vous vous rappelez, j'avais parlé, c'était l'an dernier, je crois, de la question de l'hôte de synthèse de Malval pour décrire comment certains enfants autistes, enfin un sujet autiste, pardon, utilisent des îlots de compétences comme point d'ancrage pour construire leur rapport au monde. Ces îlots fonctionnent comme des repères qui permettent de structurer leur subjectivité et d'interagir avec leur environnement. L'hôte de synthèse tel que Malval l'envisage, c'est une construction interne qui aide le sujet à s'orienter sans pour autant incarner l'hôte symbolique complet. Bien que ce concept ne soit pas directement lié aux technologies, il peut ouvrir des perspectives sur la manière dont les patients interagissent avec les entités non humaines qui leur fournissent des repères. Ça, c'est ce qu'on avait parlé déjà l'an dernier. Et ici, l'IA, par sa capacité à reproduire des structures de langage et à interagir de manière cohérente, est-ce qu'elle peut servir de support à un hôte de synthèse externe qui joue un rôle similaire en tant que médiateur symbolique ? Moi, ce que je me dis, c'est que l'IA générative, en tant que réservoir de langage, elle stimule certaines fonctions de l'autre, mais elle reste fondamentalement limitée par l'absence de subjectivité. L'autre, avec un grand A, n'est pas simplement un ensemble de réponses ou de structures linguistiques. Il est porteur d'intention, de désir et une fonction de reconnaissance qui dépasse la simple imitation. L'IA, même la plus avancée, ne pourra jamais être qu'un simulateur d'altérité. Offrir des réponses qui peuvent sembler humaines, mais qui ne sont qu'une projection calculée basée sur des statistiques. En revanche, l'effet qu'elle produit sur le sujet peut simuler un transfert vers l'autre, donnant l'illusion d'une relation et d'une interaction où l'intelligence artificielle incarnerait une figure de l'autre. Cette simulation crée donc une ambiguïté. Et est-ce que l'IA peut structurer le discours de l'enfant et devenir un point de repère symbolique sans la profondeur psychique de l'autre ? L'intelligence artificielle, par sa flexibilité et sa capacité d'adaptation, offre donc une sorte de miroir, comme je disais tout à l'heure, qui non seulement reflète le langage du sujet, mais le transforme et l'adapte. Ça peut générer chez l'enfant une sorte de validation qui, même simulée, soutient la construction de l'image de soi et la parole. Toutefois, la question reste ouverte sur les limites de cette interaction. Et c'est ça qui m'intéresse ici, et c'est ça dont j'aimerais qu'on discute. Et face, du coup, aux limites des concepts existants, je me suis dit, tiens, on pourrait peut-être proposer un mot. On pourrait parler d'autre de simulation, un grand hôte de simulation. Un grand hôte qui désignerait une entité capable de reproduire des fonctions symboliques de l'autre, sans pour autant posséder la subjectivité et le désir qu'il caractérise. Ce grand hôte de simulation, ça serait un cadre technologique où le sujet peut projeter des attentes et établir un dialogue symbolique tout en restant conscient ou non que celui auquel il s'adresse est une construction vide de toute intentionnalité. Et c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est quelle différence y a-t-il entre ceux qui savent qu'ils s'adressent à une intelligence artificielle et un programme et ceux qui ne le savent pas. Donc ce concept d'autre de simulation, ça ouvrirait des pistes de réflexion sur la manière dont l'IA peut être intégrée dans la thérapie. En tant que support symbolique, elle pourrait faciliter des processus de verbalisation, d'exploration du désir et de construction du moi, tout en posant des défis quant à la distinction entre l'altérité réelle et l'altérité simulée. Pour moi, en fait, l'usage des IA génératives dans la clinique, elle invite à repenser la relation du sujet à l'autre. Bien que l'IA ne puisse jamais être un véritable autre, elle peut jouer un rôle de médiateur symbolique, qui soutient l'expression et la parole. L'illusion de la conscience et la projection d'intentionnalité sur l'IA montrent que l'impact psychique de ces technologies va au-delà de la simple interaction mécanique. L'IA deviendrait alors peut-être un miroir du langage, un autre de simulation qui, bien que dépourvu de profondeur humaine, influencerait la structuration du sujet et sa relation à l'altérité si elle est prise dans une relation thérapeutique avec un thérapeute justement qui vient verbaliser quelque chose. Et du coup, je me suis dit, mais là c'est vraiment des questionnements que je me suis posés aujourd'hui, donc je suis sûr de rien, mais je me suis dit, dans le registre, parce que je me suis posé la question, comment on pourrait placer cet autre dans le complexe RSI, parce qu'on s'est appelé tout à l'heure et tu m'as posé cette question. Donc je me dis, dans le registre de l'imaginaire, l'IA, si on l'aperçoit en tant que grand hôte de simulation, elle jouerait un rôle central puisque, si on prend l'imaginaire comme le domaine du reflet, de l'image, de la captation narcissique, on pourrait dire que l'IA, par ses réponses et sa capacité à générer des images, à simuler des dialogues, elle permettrait d'occuper cette place de miroir technologique dans lequel le sujet se regarderait et projetterait ses propres désirs et fantasmes. L'illusion d'intelligence et de compréhension créée par l'IA pourrait capter l'enfant ou l'utilisateur dans un jeu de miroir où l'IA est perçue comme interlocuteur réactif et attentif. Cette projection renforcerait l'idée que l'IA est un support imaginaire où le sujet trouve une validation apparente, créant un espace où il peut explorer ses fantasmes et se voir sous une forme idéalisée ou modifiée. Par exemple, la génération d'images photoréalistes de soi-même en super-héros, comme dans les pratiques cliniques décrites,
montrent que l'IA devient un support imaginaire qui nourrit la construction de l'identité et la perception de soi, mais que c'est bien parce qu'elle est inclue dans une relation thérapeutique et transférentielle qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se passer. Donc transférentielle, bien sûr, avec le psy qui gère le cadre, pas avec l'IA. Si on pense à l'autre de simulation, au niveau du symbolique, on pourrait se dire que, même si c'est de manière partielle, si le symbolique c'est le domaine du langage, des lois et des structures qui organisent la réalité du sujet, l'IA en tant que réservoir de langage soutiendrait le discours et créerait un espace où le sujet peut s'inscrire dans un échange structuré, mais sans dimension de désir ou d'intention qui caractérise l'autre. L'IA peut donc être vue comme un soutien au symbolique, une entité qui permettrait au sujet de pratiquer la parole et d'explorer des structures discursives. Elle faciliterait un dialogue où les règles et les structures du langage sont respectées, offrant un cadre de validation et d'interaction qui, bien qu'artificiel, peut structurer l'expression de soi. Cependant, l'hôte de simulation reste limité car il ne possède ni l'autorité ni la profondeur d'un autre véritablement humain. C'est le simulacre de l'hôte symbolique, un espace de langage sans subjectivité ni inconscient. Au niveau du réel, vu que le réel c'est ce qui échappe à la symbolisation, ce qui résiste à l'intégration dans le langage et en dehors des structures de sens, l'hôte de simulation, ça serait également une interaction intrigante avec ce registre, puisque bien que l'IA soit un produit du symbolique, un ensemble de calculs, de règles et de données, elle confronte le sujet à une forme de réel technologique. Elle pourrait presque révéler un trou dans le symbolique, une limite à ce que le langage humain ne peut capturer, en soulignant la présence d'une altérité sans fondement subjectif. Le fait que l'IA puisse produire des réponses qui semblent cohérentes mais qui n'ont pas de sens ou de compréhension réelle pour elle-même pousse le sujet à se confronter à un réel non humain. L'altérité purement mécanique et calculatoire. Cette confrontation peut donc créer une expérience où l'illusion de l'autre se dissipe, révélant la faille entre l'IA et un autre incarné et désirant. Donc en gros, pour moi, on pourrait vous dire que l'IA agirait principalement comme médiateur de l'imaginaire et du symbolique tout en frôlant la dimension du réel. Dans l'imaginaire, elle est le miroir où le sujet projette et se reconnaît. Dans le symbolique, elle est un cadre de langage qui soutient la parole, mais reste vide de désir. Et dans le réel, elle confronte le sujet à une altérité qui échappe à l'humain, exposant les limites de l'interaction humaine et de la symbolisation. Et donc l'IA en tant qu'autre de simulation poserait ainsi la question de savoir jusqu'où le sujet peut se structurer en s'appuyant sur un support qui imite l'altérité mais ne la possède pas réellement. Elle ouvre des perspectives sur la manière dont les technologies modifient la dynamique de l'autre et redéfinissent la relation du sujet à ses propres registres psychiques. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de me questionner un peu sur ce que l'actualité nous donne à voir. Ça veut dire, par exemple, que en ce moment, on remarque plein de choses qui sont quand même assez problématiques, notamment le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui vont se servir de l'IA comme d'un thérapeute. Donc là, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de l'IA comme médiation thérapeutique, mais quid de ceux qui décident de parler à des IA pour confier leurs problèmes. Le truc, en fait, c'est qu'il y a plusieurs choses à penser. Le premier, ça va être, bien évidemment, le fait de rappeler encore une fois que ce qui va être important quand même dans notre travail, c'est aussi le fait que nous, thérapeutes, on travaille justement avec notre subjectivité, notre altérité et tout ça, et que c'est ça qui est en fait le moteur aussi de la relation transférentielle, de la relation thérapeutique, et donc ça, expliquer tout simplement aussi aux gens pourquoi est-ce que l'IA en soi ne peut pas être thérapeute, parce qu'il n'y a pas cette relation-là. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, doit être expliqué de plus en plus. Mais il faut aussi se rendre compte tout simplement que tout ça, c'est aussi une question politique. Quand il y a s'il y a beaucoup de gens qui vont questionner des IA et parler de leurs problèmes à des IA, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à la thérapie. Il n'est pas étonnant aujourd'hui de se rendre compte qu'avec des CMP qui ont 1, 2, 3 ans d'attente, les gens qui n'ont aucune place pour pouvoir parler et qui ne trouvent pas des psys à moins de 60 € la séance alors qu'ils n'en ont pas les moyens, justement vont se retrouver un peu perdus et du coup chercher tout moyen possible pour pouvoir compenser un peu ce manque. Le problème, c'est que la société capitaliste telle qu'elle est aujourd'hui va vous proposer, vu qu'il n'y a pas encore de cadrage législatif et éthique, des IA qui, soi-disant, remplaceraient les psys. On a même entendu parler une fois d'une start-up qui proposait aux gens en fait de parler d'abord à une IA avant de s'adresser à un vrai psy, donc ce qui pose aussi énormément de problèmes. Ça vient des États-Unis bien sûr, et après on peut se questionner aussi sur d'autres dérives, notamment l'histoire qui a eu lieu en Belgique et celle aux États-Unis il n'y a pas longtemps avec les 2 suicides de personnes qui parlaient à une IA et où que ce soit en Belgique ou aux États-Unis où les proches ont ensuite poursuivi en justice les entreprises en disant que l'IA était responsable aussi du suicide, puisque elles avaient contribué par le dialogue qu'elles avaient utilisé justement à ça.
quand on lit l'article du New York Times sur le jeune américain qui s'est suicidé, c'est assez intéressant à voir. En fait, le jeune avait calibré l'intelligence artificielle pour qu'elle lui parle comme la Khaleesi dans Game of Thrones, vous savez, donc la blonde dont j'ai oublié le nom de l'actrice. Et en tout cas, il avait une relation où il discutait avec elle de manière très amoureuse ou autre, et il parlait de ses soucis, du fait que ça allait mal. Et en fait, l'IA avait été tellement calibrée pour lui répondre de manière amoureuse que en fait, les réponses qu'elle a faites ont conduit aussi à cette tragédie. Donc j'aimerais bien aussi moi qu'on se penche un jour sur cette question-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire justement sur la question à la fois de comment est-ce que un message comme ça, qui est totalement dépourvu d'intention, qui est dépourvu de subjectivité, peut conduire aussi au mal, tout en sachant que bien sûr les choses n'allaient pas bien avant, que c'est pas l'IA qui a poussé quelqu'un de sain au suicide, mais c'était quelqu'un qui était déjà suicidaire. Mais en tout cas voilà, et comment cadrer ça d'un point de vue aussi législatif, et aussi je pense que ce genre de réflexion nous pousse aussi à avoir un discours politique et militant sur le problème qu'on a face à la question de la santé mentale. Mais on en est arrivé à un point quand même. Il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps, j'ai été contacté par des types qui voulaient faire une start-up avec une IA et qui me demandaient un peu conseil. Donc j'ai fait un rendez-vous Zoom avec eux. Les types quand même, ils me proposaient une espèce de poupée avec une IA générative à l'intérieur avec laquelle on pouvait communiquer. Et en fait, à un moment, je leur pose la question, je leur dis, mais vous vous rendez compte, ça veut dire que là, vous imaginez qu'il y a des gamins de 4, 5 ans, 6 ans, qui vont être dans leur chambre sans les parents à côté et qui vont pouvoir communiquer avec une IA. On ne sait même pas ce qui va se dire, on ne sait pas ce qu'on va leur répondre, on ne sait pas où est-ce que l'information va aller, mais vous imaginez les dérives possibles. Alors les gars ne m'ont plus recontacté, je ne sais pas si soit ils n'ont pas apprécié ma réponse, soit ma réponse les a fait réfléchir. J'espère quand même le deuxième. Mais voilà, donc on voit qu'il y a... ou l'autre aussi, mais bon. Donc en tout cas, on voit qu'il y a énormément de travail à faire, et je pense que nous, psy, on doit réfléchir sur cette question de l'IA, pas seulement parce qu'elle elle intéresse nos patients, parce qu'elle peut être utile en thérapie, mais aussi parce que d'un point de vue social, il y a énormément de choses qui vont se passer, et je pense que nous, on a aussi beaucoup de rôle à jouer pour ce qui touche en fait à la question du cadrage éthique et du cadrage législatif, parce que justement ce que la psychanalyse va nous permettre de penser, c'est vraiment toute la place que qu'est-ce qui va se jouer dans le relationnel et dans l'autre. Et pour moi, c'est aussi au psy de tenir en fait ce genre de discours et de pensée, quoi.